Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette session FPD3 de discussion de poster sexualité et prévention. Je serai pour cette session votre modérateur. Je m'appelle Gwenaël Domenech Dorca. Pour me présenter brièvement, je suis docteur en psychologie, psychologue clinicien et sexologue. J'accompagne actuellement les usagers et usagères des parcours de santé sexuelle des hôpitaux de Bichat et Lariboisière à Paris. Si ça vous intéresse, je fais une présentation demain sur les parcours complexes en sexualité des femmes ayant subi une excision dans la section 16 demain, donc sexualité et prévention. Cette session de poster va se dérouler comme selon le programme, avec donc la diffusion des présentations préenregistrées. Toutes les intervenantes sont présentes et vous pouvez donc d'ores et déjà poser des questions tout au long des présentations. Elles seront posées, parfois compilées, lors de la fin pour la partie questions-réponses à 15h30. Donc nous allons débuter tout de suite avec la présentation d'Annie Velter. Annie Velter est sociodémographe de formation. Elle travaille sur le VIH et la sexualité entre hommes depuis plus de 25 ans. Elle a intégré l'INVS, qui est donc l'Institut national de veille sanitaire français, en 2004, où elle a coordonné entre autres l'enquête presse gay, puis l'enquête Prévagay. Aujourd'hui, elle travaille à la direction de la prévention et de la promotion de la santé publique, à Santé publique France, où elle coordonne entre autres l'enquête de rapport au sexe. Elle va donc nous présenter aujourd'hui l'estimation de la proportion d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes éligibles à la prophylaxie pré-exposition, qu'on connaît un peu plus sous le nom de PrEP, au VIH en France. Et nous lançons donc la vidéo. Bonjour, donc je vais vous présenter une estimation de la proportion des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes éligibles à la prophylaxie pré-exposition au VIH en France. La prophylaxie pré-exposition au VIH est disponible et remboursée depuis 2016 en France. Selon les recommandations de la Haute Autorité en Santé, elle est indiquée aux adultes à haut risque d'acquisition du VIH par voie sexuelle, dont les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Le Système national des données de santé indique une intensification de la diffusion de la PrEP en France, avec plus de 20 000 initiations au renouvellement depuis le 1er janvier 2016, dont 97% sont le fait d'hommes. Nous nous proposons ici d'estimer la proportion de HSH éligibles à la PrEP. Pour ce faire, nous nous appuierons sur les données issues de l'enquête rapport au sexe réalisée en 2019 auprès des HSH. Il s'agit d'une enquête en ligne transversale et anonyme, auto-administrée et basée sur le volontariat. 23 514 HSH âgés de 18 à 69 ans résidant en France ont été inclus dans l'analyse. L'indicateur d'éligibilité à la PrEP a été constitué à partir de plusieurs questions s'approchant des critères, à savoir avoir eu au moins 2 partenaires sexuels différents dans les 6 derniers mois et ne pas avoir protégé systématiquement avec un préservatif les pénétrations anales avec des partenaires occasionnels dans les 6 derniers mois, ou avoir eu au moins une infection sexuellement transmissible dans les 12 derniers mois, ou encore avoir pratiqué le chemsex au cours du dernier rapport sexuel. Au total, parmi les 23 514 HSH âgés de 18 à 69 ans résidant en France, 22 165 étaient non séropositifs au VIH. Parmi eux, 19 109 étaient actifs sexuellement dans les 12 derniers mois et enfin, 5 957 avaient rapporté au moins un des critères d'éligibilité à la PrEP, soit 31% des HSH non séropositifs pour le VIH actifs sexuellement dans les 12 derniers mois étaient éligibles à la PrEP. 3/4 des répondants éligibles à la PrEP étaient inclus du fait de la non-protection par un préservatif des pénétrations anales avec plusieurs partenaires. Si la moitié rapportait exclusivement ce critère, d'autres pouvaient en cumuler. 16% en effet déclaraient également avoir eu des IST dans les 12 derniers mois. 18% étaient éligibles à la PrEP du seul fait d'avoir eu des antécédents d'IST. Donc, en conclusion, la proportion des HSH éligibles à la PrEP à partir des données des races sont importantes. Ce travail est une première étape dans l'optique d'estimer la taille de la population des HSH éligibles à la PrEP. L'enjeu de santé publique est majeur
pour planifier au mieux sa diffusion auprès des HSH à haut risque de transmission du VIH. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Léna Gauthier-Paquette et je suis chargée du projet MOVE au programme d'éducation à la sexualité de l'Anonyme. Fondé en 1989, l'Anonyme œuvre à Montréal, au Canada, dans la province de Québec. Sa mission est de faire la promotion des comportements sécuritaires ainsi que la prévention des ITSS à travers 4 programmes. Un programme d'intervention de proximité, un programme d'éducation à la sexualité, un programme de sécurité urbaine et un programme de logement. Notre équipe adopte une approche humaniste en proximité avec ses usagers et usagères et vise la réduction des méfaits dans toutes ses actions. Je vous invite à visiter notre site Internet pour davantage d'informations. Le programme d'éducation à la sexualité duquel est issu le projet MOVE est mené par une équipe composée exclusivement de professionnels diplômés en sexologie. Les différents projets et ateliers abordent de multiples sujets et s'adressent à toutes sortes de populations. Le projet MOVE, pour sa part, s'adresse spécifiquement aux jeunes de 14 à 35 ans issus des communautés caribéennes et subsahariennes de Montréal et vise à renforcer leur capacité à prendre en charge leur santé sexuelle. Pour vous illustrer un peu mieux le contexte dans lequel notre projet prend place, voici quelques mots sur la province de Québec et plus particulièrement sur la ville de Montréal. Située à l'est du Canada, le Québec est la seule province du pays dont la langue officielle est le français. Montréal est considérée comme la métropole de la province et présente les plus hauts taux d'immigration sur le territoire québécois. Les statistiques indiquent que 34 % des personnes qui habitent à Montréal sont nées à l'étranger. Dans ce contexte particulier, les instances de santé publique québécoises et canadiennes ont dépeint des vulnérabilités spécifiques à ces communautés. Il va sans dire que les personnes qui émigrent dans un nouvel environnement font face à différents enjeux qui sont intersectionnels et qui peuvent avoir un impact sur leur accès aux services sociaux et de santé et sur leur intégration dans la société. En ce qui a trait à l'infection au VIH, on rapporte que 24 % des nouveaux cas d'infection au Québec sont diagnostiqués chez des personnes issues des pays caribéens et subsahariens. Or, peu d'organismes et de services sont adaptés à ces personnes et encore moins sont sensibles à l'environnement dans lequel elles évoluent. L'Anonyme a donc mis sur pied le projet MOVE qui vise la prévention du VIH, de l'hépatite C et des autres ITSS par la prise en charge de leur santé sexuelle. Pour atteindre le but et les objectifs du projet présenté ici, l'équipe a implanté une série de 3 ateliers de 2 heures ayant pour titre croyances et sexualité, santé sexuelle et protection et dépistage. Les ateliers sont animés directement dans les milieux fréquentés par les jeunes. Lorsqu'un milieu souhaite nous recevoir, notre équipe prévoit un échange avec les responsables pour s'adapter le mieux possible au groupe et au contexte dans lequel le projet sera animé. Depuis 2018, notre équipe a animé les ateliers dans près de 40 organismes distincts. En plus d'adopter une ouverture dans le langage et l'approche utilisée, notre équipe se fait un devoir d'offrir des activités diversifiées et ludiques. L'emphase est mise sur les actions concrètes à poser pour maintenir ou améliorer sa santé sexuelle. Pour ce faire, l'Anonyme s'est doté de divers outils pédagogiques que vous pouvez voir ici, en plus de pouvoir compter sur un comité consultatif qui s'assure que le contenu et l'approche du projet sont en phase avec les besoins relevés sur le terrain. Nous avons également élaboré un partenariat avec 2 centres régionaux de santé et de services sociaux afin qu'une infirmière puisse nous accompagner lorsque nous animons l'atelier protection et dépistage. À l'issue de la rencontre, elle peut donc effectuer des tests de dépistage des ITSS sur place et gratuitement pour les personnes qui le désirent. Cette offre d'un corridor de services est assurément un des éléments qui contribuent à faire briller le projet dans la communauté de pratique. L'évaluation des effets du projet est effectuée de façon indépendante pour chaque atelier et vise les 2e et 3e rencontres de la série. Les méthodes de cueillette de données diffèrent à chaque étape de l'évaluation et permettent de mesurer l'augmentation des connaissances à court terme et de l'intention à adopter des comportements sécuritaires à court et moyen terme. Les jeunes sont questionnés via télévoteur au pré-test, par un questionnaire papier au post-test et par un sondage en ligne 3 mois après la tenue des ateliers. À toutes les étapes du processus, l'anonymat des jeunes est préservé. Les résultats présentés dans le cadre du congrès ont été comptabilisés à mi-parcours. Ici, on regarde les résultats. Il est possible d'observer que les connaissances des jeunes au sujet des facteurs de risque liés à la transmission des ITSS, aux méthodes et au déroulement du dépistage ont augmenté dans la majorité des cas. À moyen terme, plusieurs d'entre eux nous ont mentionné avoir davantage l'intention de se protéger. D'ailleurs, c'est près du tiers des jeunes qui ont accédé au test de dépistage lorsqu'il était disponible dans leur milieu dans le cadre du dernier atelier de la série.
L'efficacité d'un projet comme MOVE démontre que l'offre d'ateliers d'éducation à la sexualité adaptée et animée grâce à une approche de proximité, additionnée à une collaboration étroite avec les services de soins de santé, encourage les jeunes à se faire dépister, contribuant ainsi à réduire la transmission du VIH, de l'hépatite C et des autres ITSS chez les jeunes. Il nous apparaît donc nécessaire de coordonner les actions communautaires et sanitaires afin de pouvoir faciliter l'accès aux soins de santé sexuelle pour tous et toutes. De notre équipe au projet MOVE, merci de nous permettre de partager notre expérience avec vous. Merci. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis Julie Longado-Ike et je suis responsable droits humains et genre à Alternative Cameroun. J'ai soumis un abstract sur une thématique sur laquelle nous travaillons pour participer à la conférence AFA-VIH 2020. Il a été retenu, on s'est discuté et je m'en vais vous le présenter. Ce travail porte sur, comme l'indique le titre, ce travail porte sur l'accompagnement à la procréation comme moyen de mieux répondre aux besoins en santé sexuelle et reproductive chez les FSF dans la ville de Douala. Donc, la problématique. Alternative Cameroun a effectué une étude communautaire en 2017 qui nous faisait découvrir que 85% de gays et 78% de lesbiennes ont un désir d'avoir un enfant et que parmi ces personnes, 68% des gays et 78% des lesbiennes souhaitaient l'avoir par un rapport avec le sexe opposé. La réplique de l'étude effectuée en 2019, confirmant cette tendance, Alternative Cameroun a décidé de mettre sur pied un programme d'accompagnement psychologique et médical afin de répondre aux problématiques de santé sexuelle et reproductive en lien avec leur projet d'enfantement. Nous avons procédé comme ici. Alors, Alternative Cameroun a commencé par un vaste enregistrement des candidats répartis en deux groupes. Les demandeuses, d'une part, qui désiraient avoir un enfant, et les donneurs, d'autre part, qui étaient prêts à aider biologiquement une personne de sexe opposé à réaliser ce désir. Alternative Cameroun a donc ensuite fait le croisement des dossiers en fonction des critères des uns et des autres. Plusieurs services ont ainsi été développés en lien avec la procréation, notamment les consultations gynécologiques, l'accompagnement psychologique, les conseils juridiques et l'ensemencement artificiel que certains bénéficiaires ont vu comme une heureuse alternative au rapport sexuel. Alors, au bout de ce processus, nous avons retenu les leçons suivantes. Alors, ce programme nous a permis de mettre en route déjà 5 bébés, d'avoir 5 bébés. Et désormais, il est une motivation importante pour les FSF de fréquenter le centre communautaire et de bénéficier des services disponibles. Et nous devons dire que le nombre de FSF ayant fréquenté le centre Access, qui est le centre communautaire d'alternative, au premier semestre 2019, est le double du nombre de FSF ayant fréquenté le centre Access au deuxième semestre de l'année 2018. Donc, les FSF, elles sont plus réceptives aux services de santé sexuelle, notamment les dépistages IST et VIH, du moment qu'ils sont liés à ce besoin qui leur sont essentiels, c'est-à-dire réaliser leur projet bébé. Alternative Cameroun a été amené à ouvrir le programme également aux hommes, dont beaucoup sont également demandeurs. La question de la garde de l'enfant est un sujet délicat à discuter suffisamment en amont. Et il n'est pas aisé pour les deux parties de trouver un terrain d'entente. Le programme impliquant certains examens médicaux, ceux-ci, les bénéficiaires ont parfois tendance à abandonner parce que nous n'offrons pas tous ces examens médicaux. Il y a des examens qui doivent être effectués en externe.
Pour ce qui est des prochaines étapes et les récentes évolutions, nous avons mis sur pied un comité Child Wish pour parfaire la structuration de ce nouveau service, notamment avec la mise sur pied des outils, l'élaboration des procédures standards et la conception d'un circuit des bénéficiaires pour faciliter leur prise en charge. Nous comptons aussi relever en conséquence le niveau de notre plateau technique et trouver, afin d'offrir tous les examens possibles aux personnes demandeuses, et trouver un moyen de financer les examens médicaux liés à ce programme. Et tout récemment, nous avons mis sur pied un groupe de parole pour les mamans des 5 bébés, question de les accompagner, car il n'est pas évident dans un contexte où l'homosexualité est pénalisée, pour des mamans qui sont FSF de vivre normalement leur maternité, sur le point de vue juridique, l'établissement de l'acte de naissance de l'enfant, l'accompagnement pour les soins à l'hôpital, dans les maternités et tout. Donc, ce groupe de parole a été mis sur pied pour les écouter et les accompagner dans leur maternité. Donc, je vous remercie et je vous remercie vraiment de m'avoir donné l'opportunité de partager ce merveilleux travail qu'Alternative Cameroun a fait avec vous. Merci et à bientôt. Bonjour, chère présence, je suis Zohra Azza de l'Association de lutte contre le sida au Maroc, en charge des programmes de prévention VIH-IST auprès des femmes en situation difficile. J'ai l'immense plaisir de vous présenter une expérience pilote menée par l'ASCS au Maroc, membre fondateur de la coalition Plus auprès des femmes en situation difficile et victimes de violences. À travers cette présentation, je vais essayer de vous décrire la mise en place du projet, les activités menées et les résultats obtenus sur une année. Le plan de la présentation sera comme suit. Nous allons commencer par le contexte, puis les objectifs, puis mise en place, puis les résultats et enfin conclusions et perspectives. Un petit mot sur le contexte. Une étude du ministère de la Famille en 2019 a montré que la prévalence de la violence à l'égard des femmes au Maroc est de 56% en milieu urbain et 52% en milieu rural. Des enquêtes ont montré aussi que les femmes travailleuses de sexe sont très touchées par cette violence et elles ont un accès limité aux services de soins et aux prises en charge. Donc, il est nécessaire de renforcer l'offre de prévention combinée du VIH-Sida en direction de cette population et de donner ou offrir une prise en charge complète intégrant la réponse à la violence basée sur le genre. L'objectif principal était de renforcer le paquet des services de prévention combinés et de contribuer à la réduction des méfaits des violences basées sur le genre subies par les travailleuses de sexe. Donc, les objectifs spécifiques étaient de renforcer les connaissances et les compétences des femmes travailleuses de sexe vis-à-vis des violences, de contribuer à leur prise en charge globale et les appuyer et les accompagner à la réinsertion sociale et professionnelle. Pour la mise en place de ce projet, on a constitué une équipe de travail respectant bien évidemment l'approche. Cette équipe comporte une coordinatrice du projet, une assistante sociale pour l'accompagnement, des pairs éducatrices pour la sensibilisation et l'orientation, une psychologue clinicienne, un médecin traitant et des médiateurs thérapeutiques dont la majorité sont des femmes. Pour cette mise en place, il fallait former l'équipe au projet et réaliser des ateliers de sensibilisation auprès des associations partenaires qui travaillent avec les femmes en situation difficile. Quant aux activités dans le cadre de ce projet, elles portent sur 4 volets: médical, psychologique, socio-économique et juridique. Pour le volet médical, il consiste à offrir des tests VIH, syphilis, hépatite B et C, vaccins de l'hépatite B, bilan biologique supplémentaire, consultation médicale et la prise en charge des grossesses non désirées. Le volet psychologique consiste à une psychothérapie de soutien individuel et des groupes d'autosupport. Pour le volet socio-économique, il consiste à une formation professionnelle, genre coiffure, esthétique, informatique, des frais d'hébergement d'urgence pour les mamans célibataires, des frais divers
par exemple pour couvrir les démarches administratives. Et enfin, volet juridique qui consiste à des consultations et conseils juridiques par un spécialiste, accompagnement pour les démarches administratives, par exemple pour l'enregistrement des enfants non reconnus. Quels étaient les résultats? Entre avril 2019 et mars 2020, 40 pères éducatrices ont été formées, 36 relais de prévention ont été formés dans les associations partenaires et 8 bénéficiaires ont profité d'une formation qualifiante. Ces acteurs ont permis de sensibiliser 1890 femmes en situation difficile, dont 11%, soit 139 victimes, ont été prises en charge dans le projet. Les profils de ces femmes étaient variés entre travailleuses de sexe, mères célibataires et personnes vivant avec le VIH. Pour plus de détails, 67% de ces femmes ont bénéficié d'une prise en charge médicale, 59% d'un appui psychologique, 86% d'un appui social et 50% d'un appui juridique. En conclusion, les types de violences enregistrées étaient essentiellement des violences sexuelles, physiques et psychologiques. On a constaté une forte demande en services socio-médicaux et accompagnement pour les démarches administratives. Ce projet a contribué à une prise en charge précoce des femmes victimes de violences, vu la composante de prévention et de sensibilisation à la violence basée sur le genre. Ces conclusions ont permis de se projeter dans l'avenir par l'extension des services de ce projet dans toutes les antennes de la LCS et l'intégration de la réponse aux violences basées sur le genre dans les programmes de prévention VIH-IST auprès de toutes les populations clés. Je termine par remercier tous les acteurs des projets, nos bailleurs qui nous ont permis de développer nos programmes et merci pour votre aimable attention. Bonjour à tous. Je suis Oumou Diallo, de nationalité guinéenne, médecin, responsable de la recherche opérationnelle Soltis Guinée. Je remercie les organisateurs de cette 10e conférence internationale francophone qui m'ont permis de partager notre expérience sur le stigma lié au VIH, limite de l'efficacité de la PPME en Guinée. C'est une sous-étude de l'essai ANRS 12344 Diavina. Dans le monde, près de 50% des enfants infectés par le VIH naissent en Afrique de l'Ouest et du Centre. Depuis 2015, l'OMS recommande une stratégie différenciée pour les nouveau-nés exposés au VIH en fonction de leur niveau de risque de transmission. En Guinée, en 2017, 66% des femmes enceintes ont bénéficié d'un dépistage du VIH. 11% d'enfants exposés ont bénéficié d'un dépistage précoce par PCR. L'objectif de cette étude est d'évaluer l'opérationnalité en Guinée d'une stratégie combinant un diagnostic précoce et un traitement antirétroviral préventif dès la naissance chez les nourrissons à haut risque d'infection par le VIH. C'est une étude prospective non comparative qui a inclus des mères infectées par le VIH découvertes à l'accouchement ou traitées par antirétroviraux moins de 4 semaines, donc considérées à haut risque de transmission mère et enfant. Les mères incluses ont bénéficié d'un dépistage à l'accouchement et d'un traitement antirétroviral immédiat à base de tenofovir, lamivudine et efavirenz. Les dosages de l'ARN VIH à l'accouchement puis tous les 3 mois. Chez les enfants, un dépistage précoce à la naissance puis tous les 3 mois. Une prophylaxie renforcée à base de zidovudine, lamivudine et névirapine pendant 12 semaines. Un allaitement maternel exclusif a été recommandé. Au total, 51 femmes et 56 enfants ont été inclus. Nous avons noté une sous-déclaration aux soignants du statut VIH et de la prise d'ARV. 42% des femmes déclarant découvrir leur infection VIH lors de l'accouchement ont une ARN VIH indétectable. Le dosage plasmatique rétrospectif confirme la présence d'antirétroviraux. La non-divulgation du statut VIH est associée aux difficultés à parler du VIH, déterminées par une sous-étude qualitative réalisée par des médiateurs psychosociaux.
Une bonne tolérance de la prophylaxie antirétrovirale renforcée de 12 semaines a été notifiée, hormis les anémies. Une perte moyenne de l'hémoglobine entre S4 et S8 de 0,5 g par décilitre. 35% des enfants ont eu besoin d'une supplémentation martiale. L'évolution clinique et virologique des enfants en fonction du risque de transmission mère et enfant basé sur l'ARN maternel à l'accouchement a montré que 64% des enfants à haut risque ont bénéficié de la prophylaxie et 48% d'entre eux ont été perdus de vue, ce qui signifie que les enfants à haut risque ont moins bénéficié de la stratégie. La principale cause de perte de vue était la stigmatisation et l'autostigmatisation. En somme, le diagnostic précoce du nourrisson à la naissance et la prophylaxie renforcée par les ARV semblent réalisables. Une bonne tolérance de la prophylaxie renforcée, même si un tiers des enfants ont eu besoin d'une supplémentation martiale. Le risque de transmission mère et enfant a été surestimé dans notre étude par l'interrogatoire des mères, ce qui a conduit à une prophylaxie néonatale renforcée inutile. Ce taux élevé de non-révélation de statut VIH pourrait être lié au niveau élevé de stigmatisation de VIH observé en Guinée et à la peur de révélation du VIH, qui constituent les principaux obstacles à la prévention de la transmission mère et enfant en Afrique. La quantification de l'ARN VIH maternel lors de l'accouchement semble cruciale pour estimer correctement le risque de transmission mère et enfant et donc adapter la prophylaxie néonatale en conséquence. L'amélioration de la PTME nécessite, au-delà des stratégies médicales, une prise en compte des enjeux sociaux de la stigmatisation afin de limiter la perte de suivi des nourrissons à haut risque. Nos remerciements à l'ANRS et la mairie de Paris qui ont financé ce projet et à toutes les équipes impliquées dans la réalisation de cette étude. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci à tous et à toutes pour ces présentations extrêmement intéressantes. Alors un certain nombre, donc merci aussi pour les personnes qui sont là. Nous avons une personne qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Évidemment, donc c'est Julie Ngando qui n'est pas là, donc je vous propose de lui adresser vos questions si vous en avez directement afin qu'elle puisse vous répondre par internet. Vous avez eu ses coordonnées sur la présentation, sinon vous les retrouvez sur les résumés. Nous avons eu un certain nombre de questions que je vais pouvoir vous poser. Donc évidemment c'est un peu compliqué parce que j'ai plusieurs fenêtres ouvertes, donc je vais essayer de faire au plus simple pour prendre des questions. Alors, les premières questions vont être pour Asa Ezoura. Donc, bonjour, parce que j'ai pas le temps de vous dire bonjour. Et merci. Donc, on a tous été très intéressés justement sur la mise en place des violences et la caractérisation des violences dans la promotion de la santé et l'accompagnement de ces personnes. Moi, j'aurais personnellement une question sur justement comment se passe un accompagnement multidisciplinaire, parce que je trouve que c'est très intéressant de voir la place de chaque professionnel. Est-ce que vous avez trouvé ça comme facilitant d'avoir justement tout un tas de professionnels formés avec des disciplines différentes et des objectifs différents, ou est-ce que ça vous a allégé le travail, ou ça a rendu des discussions un peu plus compliquées ou un peu plus intéressantes? Je trouve ça intéressant de découvrir ça. Après, en ce qui concerne plus l'action que vous avez menée, est-ce que les travailleuses du sexe ont-elles adhéré à des formations professionnelles ou pas? Ont-elles changé d'activité complètement ou à la suite de l'action, ou est-ce que vous les avez suivies un petit peu pour ça? Et est-ce que certaines ont totalement quitté la prostitution ou ce type d'activité? Et je vais vous laisser répondre. Merci. Alors, merci pour votre question. D'abord, pour la première question, en fait, on a pu donner des services multisectoriels grâce à nos partenaires. Donc, tout au début, lorsqu'on a mis en place ce projet, on a aussi essayé de renforcer le réseautage avec les associations partenaires, surtout qui travaillent avec les femmes en situation difficile, notamment les mères célibataires, les femmes travailleuses de sexe et d'autres femmes qui sont en situation difficile. Donc, on a mis en place un système de référencement
Et du coup, nous, au niveau de la LCS, l'Association de lutte contre le sida, nous avons déjà un programme de prévention auprès des femmes en situation difficile, notamment les femmes travailleuses de sexe. Donc, du coup, ce projet nous a permis, en fait, de renforcer le package de prévention. Donc, on a pu, à travers ce projet en partenariat avec le CFD, élargir nos services et permettre à nos bénéficiaires d'avoir un guichet unique. Et comme ça, ils pourront bénéficier de tous les services dont ils auront besoin sur place, sur la même structure. Et des fois, si on a besoin d'orienter nos bénéficiaires d'autres services, notamment de volet juridique, on a des conventions et des partenariats avec des partenaires qui nous permettent de répondre à ce besoin-là. Sinon, pour le volet formation professionnelle, effectivement, les femmes travailleuses de sexe, donc surtout en cette période de Covid, donc ont minimisé les activités, notamment les partenaires. Donc, du coup, ils sont eux-mêmes demandeurs et ils désirent quand même de faire un autre travail, au moins en parallèle. Il n'y a pas vraiment des femmes qui ont arrêté la profession du sexe, mais au moins, c'est pour subvenir leurs besoins en cas lorsqu'il ne faut pas de crise, en cas de crise, notamment par exemple, en cas de Covid. Donc, il y a quand même des femmes qui ont souhaité s'inscrire à des formations comme la coiffure, l'esthétique, et jusqu'à présent, on a eu 8 femmes qui ont terminé la formation, sachant que le projet a démarré en avril 2009 au niveau de Marrakech. Maintenant, il est en expansion à Agadir. Il y a d'autres femmes qui sont sur des listes et on est en train de chercher d'autres formations pour inscrire d'autres femmes qui désirent faire une formation professionnelle. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui. Je trouve, merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être que d'autres personnes veulent rebondir sur ce qui a été dit sur les violences ou on va passer à notre question. Ben moi, j'avais une question pour Aza, justement. Est-ce que je peux y aller maintenant? Ah, bien sûr. Oui, OK. En fait, je voulais savoir, comme vous avez parlé qu'il y avait des formations professionnelles et tout ça pour peut-être changer d'optique de travail, mais est-ce que vous avez aussi offert des formations pour les femmes qui voulaient rester dans l'industrie, dans le travail du sexe, mais pour qu'elles soient formées à mieux se protéger des violences ou comme des stratégies d'autoprotection, par exemple? Oui, effectivement. D'ailleurs, pour les formations professionnelles, c'était pas des formations pour que ces femmes changent de profession de sexe, mais c'est juste pour des femmes qui souhaitent en même temps apprendre à une formation et faire en même temps aussi bien le travail du sexe que faire une autre formation pour subvenir aux besoins. En même temps, on a fait des formations de renforcement de compétences. On a fait des formations pour que ces femmes sachent leurs droits et sachent se défendre, sachent si jamais une femme victime de violence, sache où s'orienter, comment demander son droit. Et aussi, il y a des formations ou des séances de coaching sur l'autodéfense qu'on fait avec un coach pour un groupe de femmes. Sincèrement, on fait pas mal il y a aussi des formations professionnelles et des formations sur le volet compétences, estime de soi, des autosupports pour que ces femmes arrivent à être autonomes à la fin, en fait. Parce qu'au départ, on fait des accompagnements. Il y a des accompagnements qui se fassent avec des pères éducatrices, avec les coordinatrices du projet. Mais à un moment donné, il va falloir autonomiser ces femmes et les laisser eux-mêmes, si jamais en cas de violence, sachent où s'orienter ou comment se défendre, comment demander leurs droits. Voilà. Merci. C'est super intéressant. Merci beaucoup. Merci, c'était très intéressant. C'est un peu compliqué le live. Je comprends bien, on n'est pas dans les conditions habituelles. Donc j'essaie de prendre les questions un petit peu comme elles sont. Alors c'est un petit peu fouillis. Je suis vraiment désolé. J'essaie de faire bien, mais ce que je trouve qui est très intéressant, c'est le côté un petit peu populationnel que chacune de vous abordez un petit peu, c'est-à-dire avec certaines communautés et pas d'autres. Je trouve que c'est intéressant de voir est-ce que
en dehors un petit peu de peut-être des choses un peu plus précises que vous faites, est-ce que vous avez l'impression, c'est une question un peu plus générale peut-être pour lancer un petit débat, est-ce que vous avez l'impression que le communautaire et le populationnel va nourrir finalement une réponse globale, ou est-ce que justement c'est la réponse globale qui doit s'adapter finalement à chacun des à chacune des communautés? Je peux peut-être Ouais. commencer. Je pense que, en fait, le but des approches de santé publique, par exemple, devrait justement prendre, peut-être écouter. En fait, c'est comme pour moi des vases communicants, dans le sens que un nourrit l'autre, puis l'autre nourrit le premier aussi. Dans le sens que je pense que le communautaire a cette force-là de bien servir puis de bien illustrer les problématiques qui sont vécues sur le terrain. Ce à quoi je pense les instances de santé publique pourraient s'inspirer pour offrir des politiques qui soient plus adaptées à tout le monde puis qui puissent être plus inclusives, en fait, sans être spécifiques à certaines populations, mais plutôt d'avoir une approche qui permet que tout le monde puisse accéder aux services, que tout le monde ait des outils puis des chances égales à atteindre, à accéder finalement, c'est ça, au programme de santé ou aux services puis à ce qu'ils ont besoin. Fait que je pense, pour moi, c'est un peu des deux, en fait. Et si Annie, qu'est-ce que tu en penses, toi, enfin, je te tutoie parce que ça fait longtemps qu'on se tutoie, et là, c'est un peu compliqué de faire autrement. Est-ce que tu vois, par exemple, par rapport au fait que tu estimes les proportions d'hommes ayant de rapports sexuels avec des hommes qui sont éligibles à la PrEP, mais au-delà de ça, t'as l'impression que c'est un cheval de bataille de bien le comprendre et de développer cet outil-là dans cette communauté-là pour finalement l'adapter à toutes les autres communautés, ou tu as l'impression que c'est vraiment quelque chose de très particulier toujours dans cette approche populationnelle? Bon, c'est vrai que moi, tu le sais, mais en fait, moi, je suis vraiment sur la population des HSH. Et donc, c'est vrai qu'en France, la PrEP est préférentiellement proposée à cette population-là, étant donné l'importance de l'incidence du VIH dans cette population-là. Et pour répondre à ta question, enfin, je sais pas trop quoi te dire en fait, parce qu'en fait la force de la communauté, même si en France on n'aime pas beaucoup ce terme-là, en fait de la population des HSH, c'est quand même l'éducation par les pairs qui a depuis le début de l'épidémie vraiment été une force pour cette population pour prendre leur destin en main, ce qui est quand même un peu moins le cas pour les autres populations. Donc c'est vrai que ça a toujours été, enfin me semble-t-il, un exemple de santé publique par les pairs, et ça a du mal quand même à diffuser dans les autres populations. Bon, je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un exemple de personnes qui prennent en main leur santé, et ça, quelle que soit l'époque, depuis 30 ans, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment des personnes qui s'informent, qui pèsent le pour et le contre, même s'il y a au sein même des HSH des inégalités de santé majeures également, hein, mais en tout cas il y a cette force des pairs qu'il faut avoir en tête. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié l'ensemble de vos présentations, mesdames, même si je suis un petit peu éloignée de ce que vous faites, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de voir les différentes expériences populationnelles et aussi au niveau des différents pays et continents. Voilà. Et ce que tu dis, Annie, est vraiment bien, c'est qu'il y a quand même une question d'empowerment des populations par rapport au VIH, qu'on peut retrouver aussi dans ce qu'on doit prendre en considération sur les stigmates liés au VIH aussi en Guinée. Est-ce que Oumou Awap, vous pourriez nous en dire un petit peu plus par rapport justement à cette dimension de l'empowerment et de l'émancipation finalement de toutes ces personnes autour de votre sujet? Merci beaucoup et bonjour à tous.
Sur notre sujet, on a trouvé, c'est un projet de recherche opérationnelle qui visait à inclure les femmes qui viennent accoucher à l'une des maternités de Conakry. Et dans ce projet, on a constaté que les 10 premières femmes qui ont été incluses, elles avaient toutes des charges virales indétectables. Et on a continué, quand on est arrivé à 40 participantes incluses, on a vu que la majorité avait des charges virales indétectables à l'accouchement, alors que le projet, il est censé inclure des femmes qui sont dépistées le jour de l'accouchement ou qui sont traitées moins de 4 semaines de traitement. Donc, dans ce cas, on s'est posé des questions. Est-ce que ces femmes, elles sont réellement infectées par le VIH? Pourquoi elles ont une charge virale indétectable alors qu'elles ne sont pas traitées? Et là, on a essayé, on a fait des prélèvements, des échantillons qu'on a acheminés à Necker pour vérifier est-ce que réellement ces femmes sont réellement infectées ou est-ce qu'elles ont vraiment des charges virales indétectables. Et à Necker, on a fait le test de Western blot. On a trouvé que les femmes sont réellement infectées par le VIH et qu'elles avaient toutes les femmes qui avaient une charge virale indétectable à Conakry, elles avaient aussi des charges virales indétectables à Necker. Donc, on a dit il faut faire le dosage plasmatique pour voir est-ce que réellement ces femmes ne sont pas sous traitement. Et c'est là qu'on a découvert qu'elles avaient toutes des ARV et qu'elles étaient au top. Donc, on a vu que ces femmes n'ont pas révélé leur statut aux soignants. Et après, on s'est dit de faire une étude qualitative, là, pas avec le médecin, mais avec les médiateurs psychosociaux. Parce que là, elles vont plus se confier. Donc, la première des choses, on a dit, il faut vérifier d'abord, est-ce que ces femmes ont compris le protocole de l'étude? Donc, on a élaboré un questionnaire, on a recruté des médiateurs psychosociaux qui se sont apprêtés à l'enquête qualitative. Et là, la majorité des femmes ont déclaré qu'elles ont bien compris le protocole, mais elles n'ont pas déclaré leur statut parce qu'elles voulaient bénéficier d'une meilleure prise en charge, de leur prise en charge, mais aussi d'une meilleure prise en charge pour leurs enfants. Et par contre, on a vu qu'elles ne voulaient pas seulement bénéficier du caractère des bénéfices du projet, parce que dans le projet, on faisait remboursement de frais de transport, on faisait remboursement des soins médicaux, mais ce n'est pas ce qui les a poussées à ne pas déclarer le statut. Elles n'ont pas déclaré le statut parce qu'elles avaient des difficultés à parler du VIH. Et à Conakry, c'est des femmes qui ne partagent pas aussi beaucoup leur statut. Donc, quand elles sont infectées, la première des choses, ils disent « Ah, si mon mari est informé que je suis infectée, je risque de perdre mon mariage. » Donc, la première réaction, c'est comment garder le secret médical, comment ne pas divulguer le statut à ses voisins, son mari, son conjoint. Donc, c'est une bonne question qui se pose là dans la prise en charge des femmes vivant avec le VIH à Conakry. Et j'espère que j'ai répondu à vos attentes. Merci. Merci beaucoup. Mais c'est vraiment, voilà, encore une fois, la question sur le secret, le fait de vivre ouvertement avec sa sérologie et pouvoir en parler, elle est quand même au centre des préoccupations et au centre du travail d'accompagnement de ces personnes-là. On le voit dans les différentes interventions, c'est-à-dire que le fait d'être ensemble, de pouvoir communiquer, le fait de pouvoir être ou dans une communauté ou en tout cas pouvoir ouvertement parler des choses, c'est ce qui va permettre justement de faire l'évolution et la promotion de la santé par rapport à ces personnes-là. Et la question du secret, même si on la comprend, la question d'est-ce qu'on doit la combattre ou pas, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Comment vous avez mis ça en place au Canada, du coup, est-ce que cette question-là, finalement, de parler ou pas de sa séropositivité et du VIH, c'est plus compliqué? Ou est-ce que vous avez l'impression, parce qu'au Canada, enfin moi je vois ça un peu comme un Eldorado, hein, c'est-à-dire c'est quand même un endroit où on parle beaucoup plus de sexualité, il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert, il y a des diplômes de sexologue, alors que c'est un petit peu c'est plus compliqué en France pour tout ça, donc il y a quand même quelque chose de formidable. Donc qu'est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu? C'est pas tout à fait l'Eldorado au Canada, mais en fait, je pense qu'il y a encore beaucoup de stigmatisation, puis je vous invite à aller voir la présentation de mes collègues à la Coxida qui ont sorti je crois que c'est un poster sur la stigmatisation liée au VIH au Canada, qui est super intéressante. Nous, dans notre travail, dans ce qu'on a fait, c'est vraiment plus la sensibilisation, oui, à la stigmatisation,
Oui, on a parlé de VIH, on a parlé des autres infections transmises sexuellement. Mais il y a quand même un gros stigma autour du VIH. Puis nous, de la manière qu'on l'a perçu, puis qu'on le perçoit quotidiennement, c'est que les jeunes à qui on anime ont encore des mythes, là. Des fois, ça sort, là, puis on est comme, ça se peut pas qu'il y ait des gens qui croient encore ça. Fait que je crois que c'est un bel exemple de comment la stigmatisation continue d'être là. Oui, on a peut-être plus d'ouverture, puis les jeunes commencent à être de plus en plus habitués à ce que, justement, des personnes qui sont formées en sexologie viennent leur parler, viennent faire l'éducation à la sexualité. Puis notre approche est vraiment très... Ben, en tout cas, nous, notre organisme, on fonctionne comme ça, puis je pense que c'est quand même une tendance, surtout au Québec, de parler de sexualité de façon positive, de façon inclusive. Fait que oui, le VIH existe. Non, au Canada, on n'en meurt pas comme on a pu mourir des maladies opportunistes dans le passé. Les traitements sont de plus en plus présents, pas encore tout à fait accessibles à tout le monde, mais quand même, il y en a de plus en plus. Oui, ça existe, mais on est capable de prévenir, puis on est capable de prendre en charge notre santé, autant qu'on prend en charge la santé globale, autant... c'est ça qu'on peut prendre en charge d'autres types de santé, mais la santé sexuelle, ça fait partie de la santé globale. Puis nous, c'est un peu ça notre approche de dire oui, ça existe. Oui, c'est pas toujours tout rose quand on a une ITSS ou qu'on vit avec le VIH. Par contre, il y a des alternatives. Puis d'en parler, je pense, de façon positive, ça déconstruit cette peur. Puis c'est ça, cette campagne de stigmatisation aussi. Puis de parler des gens qui vivent bien avec le VIH et qui sont capables d'avoir une vie normale, ça aide, je pense, à défaire cette stigmatisation-là. Ok, merci. De manière un petit peu sans transition, on a une nouvelle question sur les profils des travailleuses du sexe. On voulait savoir, dans les questions, quel profil des acteurs de violence vous aviez pu voir, détecter. Est-ce qu'il y a un profil particulier qui se dégage ou voilà, c'est à peu près la question. Je vous laisse vous en emparer comme vous voulez. En fait, comme vous le savez, pour les femmes travailleuses de sexe, elles sont victimes de plusieurs violences, surtout vu la nature du travail, vu la nature du lieu de drague. Donc, des fois, ils sont victimes de violences par les clients eux-mêmes. Il y a des clients qui leur obligent à faire des actes sans consentement. Et comme les clients qui les obligent à ne pas utiliser, par exemple, le préservatif, donc elles sont victimes de violences, des agressions physiques, sexuelles. Donc, on a constaté après le bilan de notre projet, déjà au niveau de Marrakech, il y a surtout des violences sexuelles, des violences physiques, des violences verbales. Donc, et en plus, il y a ces femmes en fait professionnelles de sexe, ils se disent qu'ils ne sont pas victimes de violences, vu qu'ils font un travail qui n'est pas vraiment, c'est-à-dire où le reste en fait, le milieu ou le contexte marocain criminalise. Donc, du coup, ces femmes, ils se disent que voilà, donc même si le client me frappe, même si je suis victime de violences verbales par les voisins, donc ça fait partie en fait de la vie. Donc du coup, ils ne mesurent pas en fait l'impact et la conséquence de cette violence. Donc nous avons noté surtout des violences sexuelles, physiques, psychologiques. Donc vous pouvez trouver pour une seule personne a été victime de plusieurs types de violences à la fois. Donc, par la violence sexuelle, physique, psychologique, donc, et du coup, après, lorsqu'elle passe pour une plainte ou pour un recours juridique, donc elle ne trouve pas le courage. Donc, même si on propose un accompagnement pour qu'elle fasse un recours juridique et pour qu'elle soit vraiment son droit, en fait, elle n'a pas le courage et la peur de la stigmatisation, de la discrimination,
elle a peur même d'une poursuite judiciaire parce qu'elle fait un travail en fait en quelque sorte criminalisé. Donc, du coup, elle encaisse aussi bien la violence qu'elle a subie que en fait la stigmatisation ou la discrimination de l'entourage ou de l'entourage en fait en général. Donc, du coup, pour ces femmes, elles sont victimes de violences lorsqu'elles sortent de chez eux jusqu'au lieu du drag et jusqu'au retour. Donc, il y a plusieurs acteurs, différents profils, différents types de violences. C'est pour cela qu'à la SCS, on a constaté que surtout ces femmes ont besoin d'un service complémentaire, à part le service que nous donnons actuellement sur la prévention VIH, SIDA, IST auprès de ces professionnels de sexe. Donc, on a constaté aussi que combattre les violences, surtout les violences basées sur le genre, auprès de cette catégorie, ça fait partie et ça fait partie en fait de la réponse globale du VIH/SIDA. Voilà. Pour aller plus loin, certaines personnes s'interrogent sur qu'est-ce qu'il pourrait y avoir au niveau des services de police. Est-ce qu'il y a des cadres de concertation entre les acteurs VIH et les forces de sécurité, par exemple? Alors, si je peux donner l'exemple du service de l'ALCS, de l'Association de lutte contre le sida, nous avons un service de plaidoyer, donc qui se bat continuellement, qui est nourri à travers ce genre de projet. Et là, nous faisons des ateliers, des ateliers de sensibilisation auprès du corps juridique afin de les sensibiliser déjà sur cette problématique et pour pouvoir donner un environnement sain pour prendre en charge ces femmes victimes de violences. Parce que il suffit pas qu'on donne nous avons plusieurs volets, nous avons un volet médical, psychologique au niveau de l'association et un volet social et aussi pour le volet juridique et aussi pour une autonomisation. C'est très important de faire le plaidoyer auprès de ce corps juridique et de leur faire comprendre que cette femme, que ce soit travailleuse de sexe ou autre femme, elle a le droit à la santé, elle a le droit à ce qu'elle a, en fait, elle doit bénéficier des services, de tout ce qui existe pour n'importe quelle autre femme. Et du coup, on est en train de sensibiliser ce corps juridique pour aussi leur faire comprendre que on peut pas combattre ou éradiquer le VIH si on n'intègre pas cette réponse aux violences basées sur le genre dans notre approche de prévention en fait. J'espère que j'ai fait un petit peu le tour de la réponse. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé de penser prévenir des violences des travailleuses du sexe en agissant sur les principes des bourreaux, sur les principaux bourreaux, pardon. Je comprenais pas ce que c'était le principe des bourreaux. Non. Je pas vraiment ces principaux bourreaux. Donc ok. Si vous voulez, si vous avez d'autres questions, je vous propose d'envoyer directement ces questions aux oratrices qui sont là. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre présence et aux oratrices qui sont là, mais aussi aux participants qui nous ont suivis. Je sais que c'est un format qui est un petit peu compliqué cette année. J'espère qu'on a réussi à vous intéresser et à être quand même assez vivant, même si c'est face à un écran et c'est vraiment pas facile parce que le contact humain, moi, ça me manque énormément.
énormément. Je ne sais pas à vous, mais moi, ça me manque énormément. Oui. Surtout quand je pense qu'on devait être à Dakar tous ensemble, c'est vraiment pas, c'est vraiment dommage. Voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis voilà, la session va se terminer et je vous invite à continuer à voir ce qui vous intéresse. En tout cas, je vous remercie infiniment et je vous souhaite un très bon congrès déconnecté ou connecté, comme vous voulez, à chacun et à chacune d'entre vous. Voilà, merci. 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 Merci beaucoup. Et au revoir. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais.